Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on va vous parler aujourd'hui d'une carte de visite connectée. Bah oui, plus besoin d'échanger vos cartes, elle est connectée, besoin que d'une seule carte de visite. On va en parler avec Thibaut Auger, le fondateur de Vcard. Il est notre invité et il est venu évidemment avec des cartes de visite. Smart et réglo, qu'est-ce que les accords collectifs? On va en parler parce que c'est souvent des dossiers un peu complexes, tant pour les DRH que pour les partenaires sociaux. On fera le point avec Swazik Prétessey. Et puis le cercle RH, les risques psychosociaux du télétravail. Bah oui, les salariés plébiscitent le télétravail, mais MMS n'est pas sans risque. Isolement, burn-out, on fera le point avec des experts, des spécialistes de ce sujet. Puis fenêtre sur l'emploi, eh bien évidemment l'actualité, rien que l'actualité, les boulangers en première ligne avec la hausse de l'énergie. Et on recevra le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française depuis juin 2017. Il nous fera une photographie de la situation des boulangers en France qui sont pour certains en grande difficulté. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors là, vraiment, notre rubrique tombe bien parce que bien dans son job, c'est aussi être bien dans ses échanges dans le business, quand on rencontre un prospect, quand on rencontre un client. Et vous le savez tous, on échange des cartes de visite. Eh bien, c'est peut-être fini, ces cartes de visite papier, qui évidemment consomment beaucoup d'énergie. Et on accueille Thibaut Auger. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud, merci. On est ravis de vous accueillir, fondateur de Vcard. Alors vous êtes un peu un entrepreneur qui avait enchaîné les créations d'entreprises. Vous aimez créer des boîtes, mais alors celle-ci, elle est génialissime. Parce que vous êtes quand même malin, vous êtes venu avec votre carte de visite connectée. Je la montre, c'est une carte de visite Bismart. Alors jusque-là, c'est notre logo de la chaîne. Derrière, c'est un QR code, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je la jette à la personne que je rencontre, à un invité avec qui je déjeune. Vous prenez votre téléphone. Exactement. Et là, magie. Et la magie opère. Donc, la magie opère. Elle contient une puce NFC à l'intérieur, donc ce qui la rend sans contact. Le QR code est là un peu en backup. Et il suffit simplement de l'approcher d'un téléphone. Et tac. Et tac, la magie opère. Vous avez toutes les coordonnées qui sont distribuées. Et votre interlocuteur peut vous renvoyer les siennes. Parce que l'idée, c'est non pas de ne pas avoir de carte de visite à donner, mais aussi de ne pas avoir à en récupérer. J'allais y venir, parce que souvent, on l'avait tous vécu. Donnez-moi votre portable, que je vous envoie un SMS, vous m'enverrez un mail. Une fois sur deux, on oublie et finalement, ça se passe mal. Là, on a tout, et j'ai vérifié évidemment juste avant l'émission. Eh bien, il y a effectivement même les réseaux sociaux, ce que je raconte sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et puis l'ensemble de mes coordonnées. Alors là, vous avez mis des coordonnées fictives, vous ne les aviez pas, mais numéro de téléphone, mail, site internet de l'entreprise, tout ce que l'on souhaite. Plaquette produit, tout lien qui va pouvoir être hébergé. Ça peut être un calendrier pour que vos leads puissent prendre rendez-vous sur votre fiche profil si vous êtes une personne qui a besoin d'avoir des rendez-vous. Voilà, et toutes les coordonnées sont modifiables. Comment ça vous est venu, cette idée? Alors, il y a l'enjeu écologique, on peut en dire un mot quand même, parce que c'est vrai que les papiers, les cartes de visite faites par les services logistiques, ça coûte cher? Oui, alors ça coûte cher, c'est surtout un petit peu moins écologique. Il faut savoir qu'une carte de visite papier, ça va consommer à peu près 1 gramme de CO2 et 0,7 litres d'eau. Alors, Vcard est un produit digital. Bien sûr, Vcard n'est pas magique. C'est pas zéro émission carbone, évidemment. Voilà, exactement. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on aide les entreprises à faire un pas de plus vers l'écologie. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre business, dans la façon dont vous avez imaginé l'entreprise, alors vous avez une déclinaison de cartes assez incroyable, ça va du métal au laser, ça va au bambou. J'ai eu dans mes mains une carte bambou, effectivement, on dit tiens c'est incroyable, c'est du bois, mais dedans il y a évidemment des composants électroniques pour ouvrir des portes d'hôtel par exemple. Vous, votre idée, c'est pouvoir créer et mettre en relation tout le monde. C'est ça finalement la finalité de votre modèle. Alors on a effectivement une base de contacts qui est très conséquente. À terme, on pourrait imaginer une mise en relation puisque Vcard vous aidera à agrandir votre réseau. Ça veut dire qu'il y a quand même des règles RGPD, il faut le préciser. Bien sûr. Certains se disent, mais attendez, je vais quand même confier mes coordonnées à une entreprise. Tout ça est extrêmement cadré par les règles RGPD. Il n'y a pas de vente de fichiers, vous ne vendez pas par morceaux. Moi, ça, c'est important de le préciser quand même. Des audits, on a une mise en conformité RGPD, on a une stack technique qui est très importante. On a vraiment à cœur
d'être baqué sur le sujet. On travaille avec des institutions bancaires, donc il faut répondre à leurs exigences. Des grands labos pharmaceutiques. Mais en fait, ce que vous faites là, quand on y pense, et vous y avez forcément pensé, c'est que c'est le format d'une carte bleue. Oui. C'est presque le format de ma carte d'identité. C'est-à-dire que presque sur un seul document, je pourrais avoir ma puce carte bleue pour payer mes repas le midi. Je pourrais aussi avoir mes coordonnées. Enfin, elle pourrait servir à tout, votre carte. Technologiquement, on serait un peu limité par la technologie NFC. Il y aurait des moyens de... Je vous fais réfléchir là ou... Oui, ça fait... Je sens que vous êtes en train de vous demander si je dis une bêtise. On est quand même limité par la technologie. La suite, c'est que vous avez un site à Paris, vous avez démarré à Paris. J'ai vu que vous ouvriez un site en Vendée. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'avoir un développement colossal et que les DRH vous disent mais bon sang, mais pourquoi on n'y a pas pensé? J'imagine qu'on vous dit ça. Alors, on a beaucoup effectivement d'entreprises qui viennent nous voir parce que nous, on est très focalisé sur les entreprises. Le software qui est derrière ça a été conçu pour eux. Le développement est effectivement conséquent. On ouvre un deuxième atelier en Vendée pour y mettre la production, on les fabrique en interne, donc on a besoin de machines, de stocks, ça prend de la place. Les mètres carrés sont chers. Parisienne sont quand même, Thibault, il faut le rappeler, quand vous dites on a du software, c'est-à-dire que dans cette petite carte-là, on a de l'électronique. Exactement, il y a une puce à l'intérieur, une puce sans contact, une puce NFC en fait. NFC qui est minuscule et qui va permettre évidemment de se connecter. Tout comme votre carte bleue, comme votre passe Navigo quand vous badgez pour aller dans le métro, ou bientôt comme la carte Vitale aussi d'ailleurs. Comme la carte Vitale. Vous embauchez donc là, si je comprends bien? Oui, on embauche encore 3 personnes en ce moment, 2 personnes dans un mois. Actuellement, on est 9 à Paris. Des techniciens, des ingénieurs? C'est quoi le... Oui, alors plutôt techniques. Un ingénieur développeur, des opérateurs pour le nouvel endroit en Vendée. Dernière carte avant de nous quitter, la laser en métal, alors elle coûte un peu plus cher. En unitaire, on va donner un prix quand même, c'est quoi? C'est 50 €, un peu moins de 50 €? Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, les prix sont dégressifs, mais unitaire comme ça, on va démarrer à 29 €, à 49 € pour du personnalisé comme celle-ci. D'accord. Et la laser, la laser à 89. Bon, ça c'est pour le PDG, quoi. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe. Les COMEX, etc. C'est les COMEX. Ils aiment bien avoir des cartes plus lourdes, voilà, gravées au laser, parce qu'elles ont un côté très... Ouais. Et puis, je m'autorise qu'ils font penser aux cartes black bancaires qui donnent comme ça une sorte de distinguo social. On n'a pas la même carte que les autres. En tout cas, nous, on a la carte Bismart. Je vais la garder précieusement. Regardez là. Et il y a toutes mes coordonnées. Et comme ça, quand j'aurai des rendez-vous, je pourrai le présenter. Et on aura mes coordonnées. Merci Thibault Auger. Et puis, vous reviendrez peut-être nous parler ensuite du développement, le chapitre 2 de votre entreprise, V-Card. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des cartes, une seule, unique, avec toutes vos données, vos coordonnées. C'est tellement plus pratique. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. Et à très très bientôt. On tourne une page, on fait du droit. Bah oui, le droit, on en a tous besoin. Les accords collectifs, je ne sais pas si vous en êtes encore au point de créer des accords collectifs chez vous. Pas encore. Il faut un nombre de salariés suffisant pour le faire. Ces accords collectifs, on en parle tout de suite. Et c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, on parle des accords collectifs. Oh là là, on commence à se gratter la tête parce que les accords collectifs, c'est à la fois très sérieux, parfois un peu technique et complexe. Et on va tout vous expliquer avec Swazig Prétessey, avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Commençons par le début, Swazig. D'abord, qu'est-ce qu'un accord collectif? Pour commencer par le début. Alors, un accord collectif, c'est un accord qui est négocié entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives et les employeurs. D'accord. Il y a 2 types, pour résumer, d'accords collectifs. Des accords collectifs qui sont au niveau de la branche, donc des accords collectifs nationaux, conventions collectives nationales, et des accords collectifs qui, ici, vont nous intéresser. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, qui sont des accords d'entreprise. Juste pour qu'on y voit clair, qu'on comprenne bien, parce que c'est un peu un mot abscon, encore que beaucoup de chefs d'entreprise et de DRH savent de quoi on parle. C'est bien un espace, avec une table, des chaises, où partenaires sociaux et direction, ressources humaines en général, se rencontrent. Exactement. C'est ça, physiquement. Et les délégués syndicaux, je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on négocie dans ces accords collectifs? Alors, les sujets sont multiples dans les accords collectifs.
peut aller du télétravail qui est à la mode et qui a fait peut-être un petit peu découvrir les accords collectifs récemment suite au Covid. La négociation d'aménagement du temps de travail. Pour résumer, il y a 2 types d'accords collectifs. Des accords collectifs obligatoires, où là, l'employeur est dans l'obligation de mettre les partenaires sociaux autour de la table, enfin d'inviter les organisations syndicales représentatives. On peut les citer, c'est le cadre obligatoire. Celui qui est très connu, c'est la fameuse NAO, qui parlera au DRH, bien sûr. Les salaires. Qui porte annuellement sur les salaires, c'est une négociation annuelle. Il y a aussi les accords obligatoires égalité hommes-femmes, qui sont assez récents. Il y en a une multitude. Gestion de prévisionnel de l'emploi. Et là, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si l'employeur oublie, en général, n'oublie pas ou ne convoque pas les organisations syndicales, dans ce cas-là, il peut être taxé de délit d'entrave et il y a une obligation de le faire. Et les accords collectifs non obligatoires, qui là laissent un champ d'intervention très important pour l'entreprise et qui sont véritablement, pour moi, un outil de gestion RH et de gestion d'un tas de choses. J'allais y venir, Soisig, parce que ça, vous y tenez beaucoup. Vous dites à vos clients, c'est-à-dire les entreprises, ne refusez pas l'obstacle, pour faire une métaphore d'équitation, ne refusez pas l'obstacle, ouvrez des négociations dans le cadre d'accords collectifs et allez discuter avec les syndicats, parce que peut-être que je m'avance un peu, mais ça peut être aussi une manière d'éviter les crises, les grèves ou des tensions dans l'entreprise. Est-ce que vous souscrivez à cette stratégie-là ? En effet, souvent, sur l'aspect accord collectif non obligatoire, il y a souvent une crainte de se confronter aux organisations syndicales, mais aussi c'est un peu la méconnaissance de l'existence et de l'outil que constituent les accords collectifs. Et on constate souvent, je le constate chez mes clients, qu'on hésite en fait, on se dit que ça ne va pas marcher, qu'on va avoir des levées de boucliers pour négocier, mais j'ai l'exemple d'un cas où, dans le cas d'une entreprise qui hésitait depuis très longtemps parce que c'était des vieux accords sur l'aménagement du temps de travail, on a mis tout le monde autour de la table et on a réussi à obtenir, pour l'entreprise, il y avait une fluctuation en fait sur la charge de travail des semaines. En fonction des commandes, en fonction des... Exactement. Donc on avait besoin de mettre en place une annualisation du temps de travail. Bien sûr. Et finalement, pendant des années, ils ont hésité parce qu'il y avait une méconnaissance. Mais quand on anticipe le sujet, quand on le prépare, parce qu'évidemment, avant de se mettre autour d'une table, il faut élaborer la stratégie et l'approche qu'on aura. Ça, c'est l'amont, c'est avant d'ouvrir la porte. Et ensuite, c'est d'expliquer. Alors, il y a un cadre légal, l'avocate, je me tourne vers elle, il y a les conditions de validité d'un accord collectif, ça c'est important, il faut qu'on en dise un mot. Mais en amont, on reçoit un document officiel, les syndicats sont convoqués à un horaire, il y a un ordre du jour. Comment ça marche ? En pratique, on invite les organisations syndicales à négocier. Et puis ils se mettent autour d'une table. Et on donne le thème, autorisez-moi. Non, pour que quand même l'organisation syndicale se prépare aussi à réfléchir au sujet. Parfois, l'accord collectif est pré-rédigé et on leur propose une première version. D'accord. Et donc on biffe. Évidemment, pour avoir sur la table les sujets de négociation. Et sur cette base de texte, on biffe, on rajoute, on supprime. On est bien d'accord. Quelques mots sur les conditions de validité d'un accord collectif. À quel moment il est validé ? On met de la branche de côté, je parle dans l'entreprise. L'accord collectif dans l'entreprise, il y a 2 hypothèses. Le principe, c'est qu'en fait, il faut obtenir la signature des délégués syndicaux, les organisations syndicales qui représentent 50% des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE. Ça, c'est une réforme. Donc, ça peut être 1 ou 2. Enfin, si c'est un syndicat qui est majoritaire, un seul syndicat suffira, un seul délégué syndical. Et l'autre hypothèse, qui est une réforme qui a été assez importante, qui a été progressive et qui a un peu évolué, c'est qu'on peut aussi signer avec, qui est revenu en arrière d'ailleurs, on peut aussi signer avec 30%, les organisations syndicales qui représentent 30% des suffrages, mais dans ce cas-là, il faut en plus obtenir la validation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. C'est ça, mais c'était une manière aussi de faire signer des accords plus facilement avec un nombre de syndicalistes moins important pour aller plus vite, pour faire aller un peu plus vite les accords. C'était ça la philosophie. C'est ça, avec en plus un retour en arrière, parce qu'il y a quelques années, il suffisait d'avoir 30% et on avait 15 jours pour un droit d'opposition, et maintenant on demande en plus. Exact, donc il y a une contrainte supplémentaire. Et je rebondis là-dessus parce que ça c'est les délégués syndicaux, c'est dans une société de plus de 50 salariés, mais aujourd'hui, et ça c'est une grande évolution, dans des sociétés de plus petite taille, on peut aussi parvenir à signer des accords qui sont aussi un élément de complément, parce que parfois,
Je prends l'exemple des forfaits jours. Exact. Si la convention collective ne prévoit pas la possibilité de forfait jour, il vous faut un accord collectif pour... Donc c'est soit la branche vous protège par des accords qui sont de branche, soit l'entreprise, et vous encouragez les entreprises sur ce plateau à aller au contact et créer ces accords collectifs. Exactement, parce que si on l'anticipe, encore une fois, c'est un élément... Merci Swazik. Vous aviez encore un mot, je sens que vous aviez envie de me dire quelque chose de plus. Non, juste que c'est un véritable... Il faut le voir comme un outil de gestion RH et, et qui offre une énorme flexibilité et ouverture pour l'entreprise. Et contrairement à ce qu'on constate en pratique, c'est que les délégués syndicaux et les salariés sont aussi très demandeurs et accueillent. N'ayez pas peur des accords collectifs. Voilà le message de Swazik Prétessaï sur ce plateau. C'est bien cela que vous êtes venu nous dire dans sa philosophie en tout cas. Tout à fait. Merci de nous avoir... À condition d'anticiper. À condition de préparer avec des avocats compétents. Avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci Swazik d'être venu nous expliquer un sujet très complexe quand même sur le plan juridique en droit social. C'est quand même un très gros dossier. Merci d'être venu nous rendre visite. Autre sujet sensible qui intéresse les avocats, le télétravail. Oui, et les risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux, effectivement, sont engendrés par l'isolement, le burn-out, des difficultés pour recréer du lien social dans l'entreprise. Et paradoxalement, le télétravail, vous le savez, est plébiscité par les salariés. Comment faire? Il y a un vrai sujet et on en parle avec des experts, dont un avocat. D'ailleurs, c'est juste après la pause. Le cercle RH, et on parle du télétravail. Alors on en parle depuis presque 1 an et demi maintenant, presque une fois par semaine. On en a souvent parlé sous l'angle positif, et là on va essayer de l'examiner sous l'angle peut-être un peu plus sombre, burn-out, sentiment d'isolement. Et pourtant, le télétravail est plébiscité par les salariés. Il n'y a pas une fiche de poste, ou presque, où il ne faut pas indiquer qu'il y a du télétravail pour attirer le candidat. Est-ce que c'est un paradoxe? Peut-être pas. On en parle avec mes invités qui sont sur le plateau. Isabelle Tarty, merci d'avoir répondu à notre invitation. Membre du comité scientifique de l'IAPR, qui appartient au groupe Oasis, qui n'est pas un groupe de musique, faut-il le préciser, qui est une entreprise. Et vous êtes en charge des risques psychosociaux et vous êtes docteur en sociologie du travail. Merci d'être là. Puis je précise que vous êtes la vice-présidente de la FIRSP, qui est déjà venue sur notre plateau, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Merci d'être là. David Guillouet, ravi de vous accueillir. Il faut des avocats, il faut du droit, parce que évidemment ça suscite des conflits, ces questions-là. Avocat spécialisé en droit social, cabinet Voltaire. Et enfin, Benjamin Saviard. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur d'ICAS France, créé en 87. C'est cela. Et vous êtes dans combien de pays? 155 pays. 155 pays, spécialisés sur notamment les risques psychosociaux? Oui, plus globalement la prévention de la santé mentale. La santé mentale, parmi et à l'intérieur de laquelle il y a les RPS, qui sont des nomenclatures très officielles, avec des relevés, des études très détaillées. Est-ce que ma problématique vous allait, Isabelle Tarty, sur le paradoxe que l'on soulève sur ce plateau? Les salariés veulent du télétravail et en même temps, comme dirait l'autre, vous êtes confrontés à une nouvelle, j'allais dire presque typologie de risques psychosociaux, de gens qui ne sont plus en lien avec l'entreprise. Complètement. En fait, le monde du travail a besoin d'être complètement réinventé parce que le télétravail, comme vous le disiez, en 2017, ça représentait entre 3%, 7% des salariés actifs. Aujourd'hui, on est à plus de 25%, et ça s'est fait à un rythme énorme. C'est-à-dire que... Covid a aidé. Covid aidant, mais ça a chamboulé tous les repères, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. Il y a un rapport au temps, un rapport à l'espace qui nécessite d'être repensé, réinventé à tous les moments. Et même si effectivement, c'est devenu presque une exigence des salariés, on le voit. Moi, hier, j'étais avec une DRH qui me disait j'embauche une comptable, sauf qu'elle m'a dit c'est 4 jours de télétravail sur 5, sinon rien. Pistolet sur la table. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça déstabilise beaucoup les organisations du travail. Mais tout le monde ne veut pas non plus du télétravail. C'est-à-dire qu'il y a autant de catégories socio-professionnelles en fonction de l'âge, du sexe, du type de métier. Ce n'est pas toujours possible. Vous avez une vue panoramique, c'est pour ça que je voulais que vous précisiez le nombre de pays que vous avez en tant que directeur France d'ICAS. Il y a d'autres problématiques, ou est-ce que la France aujourd'hui révèle une problématique particulière liée à l'accélération du télétravail? Est-ce qu'on y découvre des problématiques et des risques psychosociaux nouveaux?
Alors, pour les chiffres, en tout cas, que je peux citer, je vais plutôt parler de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que les 6 pays, en fait, principalement, que l'on représente, c'est-à-dire France, Allemagne, Suisse, Autriche, Luxembourg et Italie. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de données spécifiques qui vont en fait, mettre la France en fait, sur un terrain particulier au niveau de l'exposition. Elle ne se distingue pas plus que les autres? Pas du tout. Pas du tout. Simplement, en termes de volumétrie, ce qu'on observe, oui, c'est plus d'appels en fait, auprès de nos services de soutien et d'aide, et surtout une augmentation en fait, des problématiques, du nombre de problèmes par cas, et notamment sur la charge de travail, hein, qui peut être liée, c'est une des conséquences, du télétravail. Alors, c'est très bien parce que vous me faites le lancement et la question que j'allais poser à un avocat, parce qu'il y a des problématiques psychosociales, des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, se sentent un peu isolés, se sentent un peu tristes, enfin tous les sujets dont on va parler, mais les litiges et les conflits, c'est ça, c'est des salariés qui disent à un moment donné, moi, je suis en télétravail. Alors je précise que c'est des salariés volontaires, hein, vous confirmez, on ne les a pas poussés à être en télétravail. On peut avoir plusieurs hypothèses. Non mais c'est important de le préciser, c'est-à-dire on signe un accord collectif. J'ai un salarié qui dit, attendez, non, mais moi ça ne me va pas du tout, je veux rester au travail. Comment on fait là? En fait, on peut avoir deux typologies, à mon sens, de situations. Il y a le télétravail subi et le télétravail choisi. Et déjà, subi pendant le Covid, il faut le préciser. Subi et puis même subi à l'embauche. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas imposer à un collaborateur désormais, hors période de pandémie, une situation de télétravail qu'il n'aurait pas acceptée. Ça, c'est la règle de droit, ça. C'est la règle de droit. Après, un collaborateur qui postulerait dans une entreprise qui lui imposerait le télétravail, après, là, on est vraiment dans de la négociation de gré à gré au moment du contrat de travail. Au jour d'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate dans notre pratique professionnelle, c'est que les problématiques de RPS sont quand même relativement réduites pour les salariés qui sont dans une situation de télétravail choisie. C'est des collaborateurs qui ont décidé de passer dans une situation de télétravail, qui ont toujours accès à un bureau, qui ne sont pas dans une situation où ils sont désociabilisés vis-à-vis de leurs collègues de travail. Donc ça, le problème se pose assez peu. Pour ceux où ça pose problème, c'est quoi? C'est la surcharge de travail, le sentiment qu'on s'organise mal et que la relation au manager est un peu distendue, manager un peu parfois oppressif, un petit peu trop présent. Enfin, c'est quoi les cas que vous avez? On peut avoir plusieurs typologies de difficultés. Alors c'est vrai que la première étape, c'est le management. Management qui n'a pas forcément l'habitude de manager à distance. Voilà, et qui s'y prend mal. Qui s'y prend mal. Et on voit notamment dans les premières décisions de jurisprudence qu'il y a des demandes de reconnaissance d'accident du travail liées à des envois d'emails à répétition à 5 minutes d'intervalle, 1, 2, 3, 4, qui peuvent, dans ces cas-là, justifier une demande de reconnaissance. Personnellement, je trouve ça assez gonflé quand même. Enfin, je sais pas, accident du travail parce qu'on a reçu 3 mails d'affilée de 5 minutes. Enfin, je sais pas, qui vous défendez dans cette affaire. Mais... Le juge de Bobigny avait l'air de trouver ça acceptable. Acceptable. Le juge de Bobigny trouvait ça acceptable. Sur le terrain accident du travail. Non, mais c'est intéressant de l'entendre. Le juge trouvait ça acceptable. Très bien. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez là de ce qu'on se raconte? Parce que avec le télétravail, il y a aussi ce nouveau risque. Vous disiez même choisi, il y a moins de risques psychosociaux. Oui, je vous ai vu faire une petite moue là. C'est pas tout à fait vrai parce que il y a aussi des processus de surinvestissement. Oui. Et puis on voit qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a les repères d'espace, de temps ont changé, ce qui fait qu'on peut se retrouver pour être visible. Eh ben, on va envoyer des mails à gogo. C'est une façon de dire j'existe. Et c'est des signaux qui sont parfois difficilement interprétables. Quand on est en collectif en présentiel, la gestion du stress, elle peut se réguler différemment. Quand vous êtes tout seul face à un message, il y a aussi des interprétations qui vont être sur... et donc ça peut générer des angoisses, ça. Complètement. C'est-à-dire que même si vous l'avez choisi, parce que vous vous rendez compte que vous avez une économie de temps de transport, que vous avez une économie de plein de choses, de plein d'avantages, qui n'est pas négligeable. Pas du tout négligeable. Mais pour autant, il faut quand même être extrêmement attentif à l'isolement. Juste un mot, parce que vous avez une vue sur des pays d'Europe de l'Ouest, on l'évoquait, on a la France, on a quand même des chefs d'entreprise qui aujourd'hui disent à leurs collaborateurs, c'est retour à la maison, on l'a vu après la période Covid, et puis il y a quand même quelques tensions sur cette question, des chefs d'entreprise qui disent, écoutez, non, moi ça ne me convient pas très bien ce système de télétravail, j'ai envie que vous soyez là, j'ai la petite phrase de la FIRSP, le télétravail a grandement réduit les interactions informelles autour de la machine à café, pourtant vitale à l'intégration d'un nouvel arrivant. Bref, toute cette question du social. Alors, je pense que c'est là que les conflits naissent. Justement, puisque je pense que le modèle du passé, le one fits all, appartient au passé. Tout le monde vise le boulon à la même heure, quoi. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, justement, d'un dirigeant, c'est de l'adaptation.
C'est-à-dire qu'il y a une part de résilience, évidemment, par rapport au schéma du passé. Mais je pense que l'idée, c'est comment on peut, en tant que direction et en tant que manager, s'adapter, justement, avec tous ces modes de travail un peu hybrides. Comment on peut, on parlait des risques psychosociaux, la grille de lecture, quelle est-elle ? Comment on peut détecter des signaux faibles, notamment chez les salariés, quand on est à distance et qu'on voit son employé 2 fois par mois. Mais je m'adresse à vous parce que vous avez aussi fait des études FIRSP et FIRSP. C'est pas quand même facile à dire. Hein. Voilà, votre acronyme, je dois reconnaître qu'il n'est pas simple. Est-ce qu'il y a des pathologies particulières qui vont émerger et qui ont déjà émergé à travers des études RPS autour du télétravail? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui distingue le télétravail d'autres maladies ou de troubles psychologiques ou psychiques? On n'a pas de tableau de bord et de recul pour l'instant là. On commence à en avoir, parce qu'il y a quand même les données de Santé publique France qui ont focalisé quand même pendant la période Covid, où on sentait bien que les gens n'allaient pas bien, étaient en souffrance psychologique, avec des nouvelles souffrances aussi. C'est-à-dire qu'on l'a vu, nous, sur les numéros verts d'appel, il y avait énormément d'appels de tout genre, parce qu'on se sentait isolé, parce qu'on ne comprenait pas des consignes de manager, parce qu'il y avait une mauvaise connexion. Et puis il y avait un climat qui était un peu anxiogène aussi. Complètement. Aujourd'hui, les entreprises appellent pour dire les gens sont revenus, mais pour autant, on se rend compte qu'ils ne vont pas tellement mieux. Donc, ça nécessite d'avoir des outils, et c'est ce qu'on préconise au sein de la FIRSP, des outils en prévention primaire, d'analyse du travail qui a énormément changé. On est sur l'analyse de la santé, mais aussi des organisations qu'il faut repenser. Il faut accompagner les managers parce que c'est des nouvelles modalités qui sont... Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est un procès? Parce que ça peut servir notre débat à ceux qui mettent du grain ou du charbon dans la machine, de ceux qui disent que le télétravail, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le problème, il n'est pas en amont? Est-ce que ce n'est pas le problème de la relation au travail et finalement que ce n'est pas le télétravail qui pose problème? C'est aujourd'hui, on a un rapport distordu à la relation au travail, à la relation à l'autorité, et donc tout est repensé. On est en train de vivre une révolution. Si je peux me permettre, il y a un côté un peu schizophrène parfois dans la démarche d'organisation syndicale et de certains collaborateurs. On n'a jamais eu autant de salariés qui revendiquaient le télétravail et on n'a jamais eu autant de personnes nous disant je suis en situation de souffrance. Nous sommes d'accord. Donc à un moment, il faut choisir. Me semble-t-il, lorsqu'on est dans une situation, je reviens sur ce que je disais de télétravail choisi, j'ai quand même beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse être en situation de souffrance parce qu'on nous laisse la liberté de travailler chez soi. À un moment, il faut arrêter. Je suis d'accord, et c'est vrai, un dossier psychologique, presque psychanalytique. Juste un petit mot, je vous vois sourire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se couper vulgairement les cheveux en 4? Parce qu'on voit quand même qu'il y a, c'est l'OMS, un salarié sur 4 qui peut avoir un burn-out dans les 5 ans. C'est des chiffres qui sont effrayants. On a des salariés désengagés. Mais je n'ai pas le sentiment que ça soit lié au télétravail, on est d'accord? Ou est-ce que j'angle mal la question? Non, vous n'anglez pas mal la question. Mais je pense que la question, c'est d'abord le sens qu'on peut donner effectivement au travail, de la même manière du sens qu'on peut donner au télétravail, et comment on organise et comment on encadre le télétravail. En fait, je pense que la réalité de la question, elle est... Et du coup, je rebondis parce que la prochaine journée organisée par la FIRSP, qui regroupe quand même 25 cabinets aujourd'hui spécialisés en risques psychosociaux, justement pour faire écho à je le montre, le livret sur le télétravail rédigé par les différents cabinets. Vous avez fait une conférence le 9 novembre 2022 sur cette thématique, les risques psychosociaux liés au télétravail. Complètement, au sein d'Expo Protection. Mais l'idée maintenant, c'est de réfléchir, quid de la suite, et le thème organisé le 24 janvier prochain, ça va être sur le sens du travail. Ah, voilà. Et effectivement, c'est de nouvelles approches à penser, des comportements différents, inédits et à repenser. Oui, parce qu'on apprend en marchant là sur ce sujet. Ah, complètement. On découvre petit à petit. Qui est allé très 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 vite. Mais enfin, un monde qui va très vite. Moi je note qu'il y a quand même du conflit juridique qui commence à naître. C'est-à-dire ça, c'est aussi les ferments quand il commence à avoir de la jurisprudence. Et ça veut dire qu'il y a un sujet. Oui, après on retrouve les sujets un peu classiques du tropisme français, c'est-à-dire la prise en charge des frais de déplacement. C'est ça, les capsules de café qui n'avaient pas été financées, et le courant qui n'avait pas été pris en charge. Et mon courant et mon chauffage, enfin ça je dirais, on est dans un tropisme très national. Levons la caméra, oublions le télétravail juste un instant. Les risques psychosociaux, ils sont en progression au sein des organisations en France. Est-ce qu'il y a un risque supplémentaire lié à plein de choses, guerre en Ukraine, inflation, peut-être télétravail, multiples sujets qui génèrent chez le collaborateur une angoisse qui fait qu'en bout de chaîne, vous les avez au bout du fil?
Alors, ça, c'est la première chose qu'on a constatée dès l'arrivée du Covid. Donc, contextuellement, oui, Covid, confinement, déconfinement, guerre en Ukraine, crise énergétique. Voilà. Cocktail explosif. Oui, d'un point de vue assez global, dans le top 3 en fait, des sujets qui nous lient aux accompagnements, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Mais dans les différentes problématiques qui ne rentrent pas directement dans la grille de lecture des fameux risques psychosociaux, évidemment, tout ce qui est isolement, tout ce qui va être génération d'addiction aussi, c'est-à-dire que tout ce qui passe un peu sous le radar de la direction et du management. Des études ont montré que l'alcool, la drogue, et notamment pendant le Covid, avaient été utilisés, surconsommés pendant cette période. Ça, vous le confirmez? Oui. Ça, c'est aussi des risques induits à l'éloignement du salarié de son centre de gravité qu'est l'entreprise. C'est-à-dire qu'il... Je mets des guillemets, il est un peu livré à lui-même dans son espace de vie, dans un espace de coworking, c'est plus compliqué, mais encore que, ça c'est un autre enjeu, ça. Complètement, c'est pour ça que je modère un petit peu sur le fait que le télétravail choisi ne génère pas de risques psychosociaux. Oui, je vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne que... Il y en a moins, parce qu'effectivement c'est un choix personnel, et il faut que le télétravail soit réversible individuellement pour chacun. Mais on voit des nouvelles formes de conflits. Des nouvelles formes de conflits qui s'autorégulaient avant en présentiel de façon beaucoup plus évidente qu'en distanciel, quand vous n'êtes pas là pour débriefer tout de suite, pour interpréter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai aussi cette étiquette de médiatrice. Et je vois bien qu'il y a des évolutions dans les conflits qui changent, parce qu'on n'est plus sur du face-à-face et sur des choses sur lesquelles il y a beaucoup de surinterprétation. Et c'est un nouveau risque. Mais pour autant, effectivement, quand on choisit et qu'on est exigeant en la matière, après, il faut, un mot chacun. Aussi s'en satisfaire. Le débat est bien sûr trop court et je m'en excuse. Concrètement, le salarié a pris le pouvoir et j'allais dire presque paradoxalement, plus il prend le pouvoir, plus il est angoissé. Enfin, c'est un rapport à la liberté, c'est très philosophique. Plus on donne de liberté, plus ça génère chez nous une forme d'angoisse existentielle. Pour aller un tout petit peu plus loin. Moi, pour prendre le ballon, j'aurais tendance à ouvrir le débat. C'est à force de donner de la liberté, est-ce qu'on est encore salarié? C'est exactement ça. Quel est ce lien qui nous lie encore? On est encore dans un lien de subordination. Parce qu'en fait, le sujet, plus généralement, c'est le critère du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Oui. Donc, c'est le pouvoir de contrôler les... Mais pas le lien physique, forcément. Non, c'est pas le lien physique. Et au bout d'un moment, quand on a des salariés qui sont des cadres autonomes, qui travaillent de chez eux, qui sont dans le cadre de missions, sur lesquels on a très peu de pouvoir de contrôle, est-ce qu'on est encore sur du salariat? C'est un peu la question qu'il faudra se poser. Vous en pensez quoi? Parce que la liberté génère de l'angoisse. Oui, je pense là simplement qu'il ne faut pas perdre le cadre. À la base, le travail, c'est un contrat psychologique, on va dire, et moral entre l'employé et l'employeur. Donc on peut aussi simplement redonner un peu de cadre. Juridique aussi. Oui, et juridique. Redonner un peu de cadre, simplement redonner du sens. Du sens. Voilà. Oui, ça sera le thème de votre conférence le 24, de votre colloque. Et il y a aussi, je rebondis sur les relations de confiance aussi. Et aujourd'hui, on voit bien dans ce phénomène en plus de grandes démissions qu'on a vu aux États-Unis, qui est arrivé aussi d'une autre manière en France, mais qui est inédite à sa façon. Hein. Mais on voit bien que les entreprises, il faut qu'elles réinventent leur rapport au travail. Et il faut aussi garder les talents, parce que là, on le voit bien, il y a plein de salariés qui cherchent du sens à leur vie. Parce que l'isolement a créé des nouvelles interrogations sur ce qui était acceptable ou pas. On lui demande beaucoup à l'entreprise. Hein. Oui. On lui demande beaucoup à l'entreprise. Hein. Je m'autorise. La question pourrait se poser de savoir quel est le rôle véritablement de l'employeur. Est-ce qu'on est des révélateurs de talent, ou est-ce qu'on est là pour donner du sens à la vie de nos collaborateurs? C'est ça. Ça devient complexe pour le décideur et le recruteur qui se dit mais je suis d'abord là pour créer de la valeur, je suis d'abord là aussi. Et c'est bien plus aujourd'hui le rôle d'une entreprise. Merci à vous trois. J'en suis absolument désolé. Vous reviendrez parce que c'est un sujet qu'on ne va pas abandonner, évidemment. Merci Isabelle Tarty, membre du comité scientifique de l'IAPR, groupe Oasis, et puis la FIRSP, je l'ai mal dit, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, le 24 janvier prochain. Et téléchargeable gratuitement, c'est très accessible. FIRPS, et vous entraînerez à prononcer cet acronyme. Merci à Benjamin Saviard, directeur ICAS France, créé en 87 dans aujourd'hui 155 pays. 155 pays, oui. C'est une belle entreprise, et merci à David Guilouet, avocat spécialisé en droit social, cabinet Voltaire. C'est pas de sa faute cette fois-ci. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler de la boulangerie avec le président de la Fédération des boulangers. Hausse de l'énergie. Quelle est la situation des boulangers aujourd'hui? On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.
Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On suit évidemment de très près l'évolution des entreprises, des PME, des TPE, mais qui se sont évidemment inquiétés de la hausse du prix de l'énergie et focus aujourd'hui sur les boulangers. On accueille Dominique Enrac. Bonjour Dominique. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes un homme très occupé depuis quelques temps, président de la Fédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française évidemment, qui est à l'honneur d'ailleurs grâce à l'UNESCO, puisque la baguette est devenue un patrimoine immatériel depuis juin 2017. Vous avez été réélu récemment en 2022. On a souhaité que vous veniez sur le plateau pour nous faire un état des lieux. Où en sommes-nous de la situation des boulangers, pâtissiers, dont beaucoup ont été médiatisés, nous indiquant qu'ils allaient ou étaient en passe de fermer leurs boutiques parce que le prix de l'énergie ne leur permettait plus de vivre. Est-ce que vous avez un tableau, quelques chiffres pour nous éclairer là aujourd'hui? Tout à fait. Bon, écoutez, là, c'est vrai qu'il y a eu une crise terrible, enfin, vraiment en ce moment. Déjà par les matières premières qui ont démarré, ça a été que le beurre il y a un an ou deux, le blé, enfin la farine en fait, puisqu'on prend de la farine, le sucre, la levure, et tout ça sont les œufs, avec des choses différentes, mais qui ont été avec des augmentations de 20, 30, 80%. Donc c'est pas anecdotique. Et en plus, on arrive après avec l'électricité, qui est quelque chose qui a été multiplié parfois par 10, et qui peut aussi s'expliquer, puisque c'est quand même à un moment donné que c'est par 10, et quand on le lit sur l'année, c'est plutôt par 5. Mais bon, par 5, un boulanger ne passe pas. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à avoir des aides assez importantes, un amortisseur qui, lui, est pour toutes les entreprises, on a un guichet unique qui se déclenche pour ceux qui sont plus de 3% du chiffre d'affaires et plus de 50% d'augmentation, et aussi ce qu'on a réussi à avoir, et qui était vraiment une victoire, c'est d'arriver à claquer ces contrats, ce qu'on appelait des contrats toxiques. Et ça pouvait mettre une entreprise en danger. Donc là aujourd'hui, contrat énergétique, contrat tout à fait de l'électricité. Toxique, ça veut dire qu'ils fluctuaient en fonction du marché. Tout à fait. C'est surtout quand des gens ont renouvelé leur contrat au mois de novembre-décembre, là où l'électricité est le plus haut. Donc là, ils ont eu quelque chose multiplié par 10 en horaire d'hiver. À Paris, on me dit qu'il y aurait déjà 4 boulangeries qui auraient fermé liées à ces hausses d'énergie. C'est-à-dire ils ne mettent pas la clé provisoirement sous la porte, ils mettent la clé sous la porte. Est-ce que vous le confirmez? Alors écoutez, il y a une boulangerie, l'électricité c'est 3% du chiffre d'affaires. Oui. Donc là, aujourd'hui, avec les aides qu'il y a, les aides qu'il peut y avoir, et puisque ça va être mis sur l'année, tout le monde s'y met, les régions, je vois Valérie Pécresse a mis des choses en place, les fédérations, tout le monde est là. Une boulangerie ne doit pas fermer seulement à cause de l'électricité. Aujourd'hui, si l'électricité double, il y a des aides, etc. Donc une boulangerie ne doit pas fermer aujourd'hui parce qu'il y a l'électricité. Donc très concrètement, est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui? Vous avez des indicateurs, j'imagine. On vous appelle, au secours. Le kilowattheure est capé à combien? Parce qu'on voit bien qu'il y a ce guichet unique. Très concrètement, le boulanger, quelle que soit sa taille, parce qu'il y a quand même un petit débat, si j'ai bien compris, sur la taille de l'établissement. Parfois, vous avez des chefs d'entreprise. Alors vous aviez une boulangerie dans le 16e, boulangerie-pâtisserie, qui est en gérance aujourd'hui. Vous êtes plus tous les matins dans le pétrin, mais vous me disiez en préparant qu'aucun problème, vous reprenez l'habit de boulanger dès demain matin s'il le faut. Oui, bien sûr. Mais concrètement, combien de boulangers sont aujourd'hui en situation, pas de fermeture, mais d'hésitation de fermer? Écoutez, là, on sait que les moins de 36 kilos, eux, ils sont couverts par le tarif bleu. Il n'y a pas de problème, c'est 15%. Kilowattheure. Voilà, c'est ça, 36 kWh au compteur. Donc ceux-là, ils ont un bouclier tarifaire. Ensuite, il y a ceux qui ont moins de 10, qui ont aussi une protection avec, qui va rester de l'énergie chère, mais encore passable pour l'entreprise. 280 euros le mégawattheure sur la moyenne de l'année. Ça veut dire qu'on a regardé beaucoup de contrats. En fait, les contrats qu'ils ont, par exemple, à 470 en hiver, sont à 50 en été, ce qui fait que la moyenne est en dessous de 280. C'est même pas intéressant pour eux. Donc là, ceux-là, il n'y a pas de problème. Ils auront quand même une augmentation. Et là, c'est très important que le boulanger augmente ses prix. Et de 5%, par exemple, tous les prix. La baguette à 1,20 €, 1,30 €. Celui qui a une baguette à 1 €, il la met à 1,05 €. Celui qui a 1,25 €, 1,20 €, il la met à 1,25 €. Donc chaque boulanger. Vous l'officialisez là aujourd'hui pour ceux qui nous regardent? Écoutez, je le dis vraiment, un boulanger aujourd'hui, s'il a ses charges qui augmentent, c'est une règle de gestion, il faut augmenter ses prix. On peut pas. Enfin, il y a des aides qui sont faites au gouvernement. On a demandé aux énergéticiens aussi de mettre la main à la poche. Et là, il faut aussi que le boulanger, avec ses aides, qu'il arrive à augmenter ses prix.
Est-ce que vous sauvez les boulangeries? On a déjà vu des boulangeries qui ont fermé dans des zones rurales, et je leur dis à Paris, certaines ont fermé. Est-ce que vous dites, bon, celles-ci, malheureusement, elles sont perdues. Est-ce que vous avez quand même des indicateurs qui vous font dire qu'il faut être vigilant? Bien sûr, il faut être vigilant et quand même, on a des messages à la Confédération qui sont bien passés. C'est le bouclier, le fait de plan de sobriété énergétique qui, beaucoup de gens m'ont dit, on économise entre 10 et 20% en faisant attention. C'est énorme. Ça, c'est l'électricité la moins chère. D'accord. Ensuite, il faut prendre les aides, et les aides, on a quand même tout le monde, les préfectures, les fédérations, les chambres de métiers se sont mis pour qu'ils les prennent. D'accord. Même Donc si ils vont c'est pas compenser très drôle. le surcoût de la le facture. surcoût. Et après, la troisième chose, c'est vraiment légèrement augmenter les prix. Parce qu'on a vu, moi j'ai eu beaucoup de gens en province, ils me disent oui, moi je peux pas, parce qu'il y a un Leclerc à côté qui va nous faire la baguette à 26, qui pourrit le marché. Mais pour ça, pour le côté vital, et on a vu plein de consommateurs qui disent écoutez, on comprend, on vous soutient. 5-10 centimes, c'est pas grand-chose. C'est de l'argent, mais sur un produit fait maison, c'est pas grand-chose. Donc la baguette, tradition un peu classique, hors grande surface, elle sera à 1,30 €. Dans les quelques semaines et mois qui viennent, elle passera à 1,30 €. Il y en a qui sont à 1,10 €. Qui sont déjà, oui, voilà, absolument. mais grosso modo, c'est ça. Et ça reste, pour un produit qui est fait maison, pas exceptionnel. En matière d'emploi, vous l'avez vu, il y a les retraites. Et on voit des artisans, on voit des indépendants, on voit des chefs d'entreprise qui disent « De toute ma vie, je n'ai jamais manifesté, mais cette fois-ci, j'irai ». Alors, écoutez, Vous l'entendez? J'entends, mais on n'a pas décidé cette manifestation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est entendu par tous les ministères, tous les parlementaires, toutes les chambres, on est présent. Là, aujourd'hui, si des collectifs se créent et divisent la profession, là, c'est foutu. Mais il y en a, on sent qu'il émerge. Oui, bien sûr, mais il en émerge côté aussi au des niveau des syndicats. retraites, de tous, C'est qui vrai. sont en dehors des syndicats, et qui, voilà, l'idéal, c'est vraiment une confédération. On a une confédération qui est solide. Croyez-moi, on est connu. Quand on arrive, on est reçu tout de suite, et il faut surtout pas la diviser. Et le problème, c'est d'aller manifester et demander quoi? Enfin, on sent quand même qu'autour des boulangers, qui sont quand même un symbole de nos villes et nos villages, il y a une certaine appréhension, et ce qui vient peut-être expliquer pourquoi on vous reçoit aussi vite. Le pain a été plébiscité à l'UNESCO et a été reconnu comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est une image de la France. Bien sûr. C'est quoi l'idée? C'est pas touche à nous boulangers, et pourtant certains meurent. Bien sûr, par exemple en 2021, il n'y avait pas la crise de l'énergie, il en a fermé 400. Et ça, il en ferme 400, il en a ouvert 1200 par contre. Alors dedans, il y a des chaînes, mais il y a aussi des créations. Donc je veux dire, le métier n'est pas mort. Il y a un tas aussi de professionnels, parce que là, on ne montre pas d'images, qui fonctionnent très bien. Et dans les villes et les villages, les gens font. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur et on se bagarre pour que ça soit plus facile. Un dernier mot avant de nous quitter. Vous nous dites sur ce plateau que les aides gouvernementales, quelles qu'elles soient, vous avez parlé de la préfecture, des régions, de ce guichet unique, vont permettre de sauver le secteur de la boulangerie artisanale. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ça, je le dis. Évidemment que ce n'est pas suffisant. On aimerait bien avoir le même prix que l'an dernier. Mais là, c'est fini cette année. Je vous dis, les aides, normalement, doivent permettre à une entreprise de passer cette crise. Combien de salariés dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie? 130 000 salariés. 130 000 salariés. On y intègre l'artisan patron? 180 000. 180 000 lorsqu'on intègre. Avec les patrons, voilà. Donc et on a 21 000 postes à pourvoir, donc venez. Croyez-moi, il y a encore à faire dans notre métier. Merci d'être venu nous annoncer qu'il y avait 21 000 postes chez les pâtissiers, chez les commis, et puis aussi... Boulangers et les vendeuses. Et les vendeuses, parce qu'on voit souvent des petites annonces. Vendeurs-vendeuses. Cherche vendeurs, vendeuses. De vous à moi, c'est souvent des vendeuses. Oui, souvent. Vous n'allez pas me contredire. Merci Dominique Merci. Enrac d'être venu nous rendre visite, avec certaines annonces, notamment l'augmentation du prix de la baguette. Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, secteur qui embauche. Allez donc jeter un œil peut-être sur le site de la Fédération, ou allez voir tout simplement votre boulanger. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, merci à Théo à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à vous. Je serai là demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Bye bye.